Bonsoir, bienvenue sur ce plateau pour la troisième partie du 19-20. 19-20 donc désormais sur France 3, un lundi où la télévision publique change de nom et se rapproche. Et nous en parlerons avec Hervé Bourges, PDG de France 2 et de France 3. Bonsoir, les titres de l'actualité. Polémique au Pire-Haleine. Royal et Lalonde s'affrontent à coups de déclarations. La colère et les cendres en Corse. Nous recevrons en duplex d'Ajaccio Robert Alberti. Il vient de créer le collectif de lutte contre les incendiaires. Enfin, espoir déçu pour la xénogreffe. L'homme au foie de babouin est mort hier soir aux États-Unis. Lalonde contre Royal, l'ancien et l'actuel. Deux ministres de l'Environnement très médiatiques au centre ce soir d'une polémique. Non à la France poubelle, dit Ségolène Royal. L'écologie doit être responsable, lui répond Brice Lalonde. Et c'est un contrat de retraitement de déchets entre la France et l'Australie qui a créé cette dispute. Ségolène Royal l'a rompu ce week-end, mais cette décision met en danger l'entreprise concernée alors qu'elle travaillait en toute légalité. Jean-Yves Serrand. La France met-elle fin, oui ou non, à l'importation de déchets industriels étrangers? Pendant le week-end, côté environnement, on vote oui. J'ai téléphoné au ministre de l'Environnement australien, qui est d'ailleurs aussi une femme, et j'ai dénoncé ce contrat qui nous engageait encore à importer 700 tonnes de déchets australiens. Des propos qui entraînent une levée de boucliers des industriels de l'environnement. Ils retraitent et importent 600 000 tonnes de déchets industriels étrangers par an. Le ministère de l'Industrie les appuie et même l'ancien ministre de l'Environnement. On ne peut pas demander à la fois d'avoir une industrie qui crée des emplois dans le domaine de l'environnement et quand vous avez un contrat et que vous savez éliminer des déchets, le dénoncer. Et l'entreprise Tredi qui retraite le Pire-Haleine australien est entièrement contrôlée par l'État français. À 17h, son PDG rencontre le ministre. Madame Royal a tout à fait admis le principe de l'importation, et notamment pour l'Europe et pour les pays en voie de développement. Elle m'a exprimé son souhait que pour les autres régions du monde, la politique de la France et des autres pays de notre continent soit d'encourager ces pays à s'équiper eux-mêmes. Pour résumer, non aux déchets d'Australie, mais oui aux déchets industriels européens des pays de l'Est et en voie de développement. Telle est à 19h la dernière position de Madame Royal. Mobilisation contre les incendiaires en Corse. Des milliers d'hectares sont partis en fumée ces derniers jours. Le bilan des dégâts est particulièrement lourd. Une catastrophe écologique qui provoque aussi une prise de conscience. Depuis hier, les Corses parlent en effet de briser l'omerta et de dénoncer les pyromanes. Plus concret encore, un collectif de lutte contre les incendiaires a été créé par plusieurs élus. Jean-François Bélanger. 100 millions de francs flambés en 36 heures, et ce n'est qu'une première estimation. La préfecture de Haute-Corse n'a inclus dans son calcul que le coût des canadaires, le remplacement de 500 poteaux téléphoniques et 20 km de lignes. La facture réelle des incendies de ce week-end sera bien plus élevée. Mais comment chiffrer les pertes des récoltes de fruits et légumes, les vignes dévastées, les plants de kiwi calcinés, comme ces arbres tordus? C'est toute la région des Agriates, dans le nord-ouest de l'île, qui est devenue désertique, un paysage d'apocalypse. L'industrie touristique s'en ressentira. Il faudra plusieurs années pour que cette région retrouve son visage d'antan. À l'origine de ces incendies, des traditions séculaires. Les bergers mettant le feu au pâturage pour qu'il soit plus vert le printemps suivant. Des règlements de compte aussi entre chasseurs, sociétés de chasse et braconniers qui se servent du feu comme outil au service de leur rivalité. Les gendarmes parcourent le terrain à la recherche d'indices et de témoignages. Ils se heurtent de moins en moins à un mur de silence. Les traditions évoluent, les Corses en ont marre. Témoin, cette réunion hier soir à Corté, la mise sur pied à l'initiative de 5 maires d'un collectif de lutte contre les incendies, un coup porté à l'Oumerta. L'espoir de voir disparaître un fléau endémique, celui des incendies criminels en Corse. Et justement, notre invité ce soir, Robert Alberti, en duplex d'Ajaccio. Bonsoir. Vous êtes le maire de Riventosa, en Corse. Votre village a été particulièrement touché par les incendies. Quel est votre sentiment ce soir? Toute la région a été particulièrement touchée par l'incendie. Mon sentiment ce soir, c'est l'émotion, l'horreur. Mais je voudrais surtout éviter, à partir d'aujourd'hui, le silence. D'abord, le collectif a été créé à l'initiative de quelques élus, mais surtout avec l'aide de la population. Est-ce que vous pensez vraiment, vous avez créé ce collectif, est-ce que vous pensez vraiment que les Corses vont pouvoir changer d'attitude, briser l'omerta vis-à-vis de ce problème d'incendie en Corse? Écoutez, l'omerta, c'est un problème, mais je crois que le premier problème, c'est que la population s'implique directement dans la lutte contre l'incendie, dans la surveillance,
Cette terre, et beaucoup de gens disent que sur cette terre vit un peuple. Aujourd'hui, c'est la fin de cette terre. 5% des surfaces brûlables ont brûlé en un jour. Si la population ne s'implique pas, il n'y aura plus rien à faire dans quelques jours. Monsieur Alberti, est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment de lassitude? Parce que finalement, ce problème-là se repose chaque année encore. C'est pratiquement chaque année, on dit il faut briser la loi du silence. Et finalement, à chaque fois, les incendies reprennent. Et ils sont même parfois de plus en plus violents. Ils sont de plus en plus violents parce que la nature des choses a changé. D'habitude, les incendiaires mettaient le feu par temps calme, c'est-à-dire que ça brûlait, ça faisait certains dégâts. Aujourd'hui, les moyens sont importants et stoppent le feu ces jours-là. Donc des gens mettent le feu par jour de grand vent, et là, c'est la catastrophe, c'est l'horreur, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire c'est la destruction incontrôlable. Alors la loi du silence, c'est important, mais l'engagement de la population, c'est notre dernière chance. Je veux dire que la lutte doit descendre au niveau des communes, au niveau le plus bas. Les gens doivent s'engager avec de petits moyens, avec une surveillance permanente. Ils doivent intervenir sur les premiers feux. Ils doivent faire une pression sur les gens. Ils doivent expliquer. La répression, c'est important, mais l'explication, la conviction, il faut convaincre. Il y a des éleveurs parfaitement honnêtes qui travaillent dur. Il faut les aider. Et puis après, c'est vrai, ceux qui ne comprendront pas que cette terre est en péril, que cette terre est en danger de mort, que cette terre va bientôt être un caillou, eh bien cela, il faudra les isoler. Monsieur Alberti, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de dérapage quand on crée ce genre de comité, c'est-à-dire la création de milices ou de chasse aux incendiaires ou présumés incendiaires? Moi, le terme de milice me fait horreur parce que nous avons beaucoup souffert en Corse de ces problèmes d'affrontement. Donc, il n'y aura pas de dérapage. Nous nous battrons pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Notre objectif, c'est la formation, la sensibilisation, la lutte contre l'incendie. Et j'en profite pour rendre un hommage à tous les soldats du feu qui se sont engagés. Tout le monde fait son travail, fait bien son travail, et c'est peut-être parce que les gens font bien leur travail que tout se concentre les jours de grand vent. Alors là, je suis très clair. Pas de milice, pas de chasse, pas de règlement de compte. Ça serait la fin de tout si on s'engageait dans ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'il faut que la population réagisse. Parce que le désespoir est mauvais conseilleur. Et si vraiment on n'arrivait pas à mettre fin à cette horreur, là il y aurait des risques de dérapage. Robert Alberti, je vous remercie d'avoir participé au 19-20. La politique maintenant, et la dernière ligne droite pour Maastricht, à 2 semaines du référendum, ce lundi coïncide avec l'ouverture de la campagne officielle. Et pour vous présenter tous les arguments que développent les partisans et les opposants du traité, nous vous présenterons chaque soir un journal de campagne. Et c'est le numéro 1 du RPR, Jacques Chirac, qui l'ouvre ce soir. Charles Sanviti. Référendum, le compte à rebours lancé, J-18, dernière ligne droite, oui ou non, avocats et procureurs s'empoignent, propos de campagne. Si d'aventure, et je crois que le terme est justifié, le terme d'aventure, il y avait une victoire du non, la France serait en quelque sorte isolée. Le processus européen serait interrompu. Naturellement, juridiquement, le traité de Rome, l'acte unique, le système monétaire européen continuerait d'exister. Mais politiquement, ce serait, je crois, une cassure lourde de conséquences. Soutien raisonnable, mais soutien quand même, et côté pourfendeur du traité, on s'insurge. Il y a un véritable déferlement de la campagne en faveur du oui qui utilise soit les épithètes les plus inacceptables, soit une véritable exclusive de caractère quasiment totalitaire. À chaque camp sa vérité, côté PS aujourd'hui, on s'appuie sur les sondages. Le travail d'explication que nous avons mené depuis quelques semaines commence à porter ses fruits. Mais je reste très prudent. Il faut continuer d'expliquer l'enjeu, qui est quoi? En 2 mots. Ou bien le oui l'emporte. Et ça veut dire que l'Europe aura une nouvelle étape et qu'en même temps on défendra les intérêts de la France. Ou bien c'est le non qui l'emporte et ça veut dire qu'on met à bas ce qui a été construit depuis 40 ans. C'est quand même ça l'enjeu principal. Et dans l'immédiat, au programme ce soir, 5 meetings annoncés, de quoi au moins éclairer les indécis. Politique toujours, c'est le 14 septembre et donc avant le référendum qu'Henri Emmanuelli est convoqué par le juge Van Ruymbeck. L'ancien trésorier du PS sera entendu sur l'affaire Urbagraco.
La CFDT dit oui à Maastricht. Pas de consigne de vote, mais un plaidoyer vibrant pour l'Europe des salariés. Un oui donc de la CFDT après le non de la CGT. Une position présentée aujourd'hui dans une conférence de presse. Reportage de Marie-Hélène Tichou. Le traité de Maastricht, le devoir de rentrée du numéro 1 de la CFDT, Jean Caspar. Et si le secrétaire général déclare officiellement qu'il n'est pas question de donner de consigne de vote, la CFDT se dit pour, complètement pour. Nous sommes donc en tant qu'organisation syndicale favorable à la ratification des accords de Maastricht qui constituent une étape importante dans la construction européenne. Toute autre voie, quelles qu'en soient les motivations, ne conduit qu'à des impasses et en définitive au déclin. Car notre avenir se joue bien en Europe. Pour la CFDT, Maastricht n'est qu'une première étape, l'Europe sociale reste à faire. Si derrière cet accord, les gouvernements, les États, les organisations syndicales, le patronat ne concrétisent pas cette volonté, bien sûr rien ne se fera. Mais nous voulons nous battre pour utiliser les accords de Maastricht comme un levier supplémentaire pour créer et consolider l'Europe sociale. Après le référendum, la CFDT sillonnera les routes de France avec un carpodium pour dire gagner des emplois c'est possible et pour essayer de remettre au goût du jour la grande idée de la réduction du temps de travail. L'actualité à l'étranger maintenant, et revoilà Ross Perot, le grand perturbateur de la campagne électorale aux États-Unis, ne s'est pas retiré finalement dans son ranch du Texas. Le milliardaire avait fait campagne, notamment contre le bipartisme et les bureaucrates de Washington. Après de très bons sondages, il avait finalement jeté l'éponge début juillet, au moment même de la convention démocrate. Alors, Christian Mallard, ce que l'on constate ce soir, c'est que finalement, on reparle de plus en plus de Ross Perot, et ce n'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour George Bush. C'est vrai, Ross Perot peut à nouveau, en effet, perturber le déroulement de la campagne électorale. Et les républicains sont plus inquiets que les démocrates de sa réapparition. Alors, le porte-parole des républicains au Congrès nous déclarait cet après-midi, je le cite, « Perot jouit encore d'une grande popularité à l'intérieur des États-Unis et il risque de créer une surprise lors de l'élection. » Alors, cela ne signifie pas qu'il va être élu président. Mais ce qui apparaît clairement, c'est que Perot, qui incarne le ras-le-bol du bipartisme, du système électoral américain, sait qu'il peut influencer le résultat de l'élection. Il peut à la fois rallier sur son eau tous ceux qui en ont assez de George Bush, et ils sont nombreux, et ceux qui ne sont pas particulièrement séduits par le choix de Bill Clinton chez les démocrates. Et ce soir, les stratèges du Parti républicain pensent que Ross Perot nuira plus à George Bush qu'à Bill Clinton, et son maintien sur les listes électorales peut en effet provoquer la défaite du président américain. Christian Mallard, merci. À l'étranger toujours, les vols humanitaires vont-ils reprendre vers Sarajevo? L'ONU le souhaite ce soir, mais le Haut Commissariat aux réfugiés hésite devant les dangers courus par les ONG. La France a d'ailleurs demandé aujourd'hui que ces convois soient protégés par des militaires. Et une guerre marquée par de nouveaux bombardements, et notamment contre des écoles. Images commentées par Claire Sébastien. Ici, la rentrée des classes n'aura pas lieu. Les enfants de Sarajevo ont découvert ce matin leurs écoles détruites, saccagées, bombardées pendant la nuit. Au cœur de la capitale, la grande école près de la boulangerie centrale est en flammes. La ville manque d'eau et les pompiers ont eu d'énormes difficultés à éteindre l'incendie. Désœuvrés, livrés à la guerre depuis de longs mois, les enfants ont fait des ruines de leur ville, leur terrain de jeu, des mitraillettes, leurs jouets. Pendant ce temps, à Genève, se déroulait cet après-midi la conférence de paix parrainée par Cyrus Vance pour l'ONU et Lord Owen, au nom de la communauté économique européenne. Pas d'effet d'annonce pour le porte-parole de la conférence, Fred Eckard. Les médiateurs n'ont pas pris la décision de poursuivre les vols humanitaires vers Sarajevo, vol suspendu jeudi à la suite de la destruction d'un avion de transport italien. Une position qui n'est pas celle du secrétaire général de l'ONU. Boutros Boutros-Ghali préconisait aujourd'hui la reprise des vols. Seule court toujours la mise en demeure adressée aux leaders des Serbes de Bosnie de rassembler les armes lourdes autour de 4 villes bosniaques. Une injonction qui, privée de sanctions, risque fort de demeurer sans effet. Élection au Liban, mais sans les chrétiens, et un boycott pour dénoncer en fait l'occupation syrienne. Les musulmans en revanche ont voté en masse et le Hezbollah pro-iranien s'installe de plein pied dans la vie politique libanaise. Explications et analyses avec Joël Hazard.
Plus de la moitié de l'électorat a participé hier au dernier scrutin du Sud-Liban. Contrairement aux autres régions où l'abstention a dominé, la population du Sud à majorité musulmane s'est mobilisée en faveur de listes appelant à la libération nationale. Un slogan commun aux deux milices chiites rivales, Amal pro-syrienne, Hezbollah pro-iranienne. Alliés en la circonstance sous la pression de Damas et de Téhéran qui a largement financé la campagne. Amal et Hezbollah avaient contourné la décision des milices pro-israéliennes du général Lahad de fermer la zone tampon en convoyant hors de la bande frontalière nombre de villageois chiites. 10 à 20% d'entre eux ont ainsi pu voter, mais dans des conditions parfois contestables. Voyez, dira Nabi Berri, le responsable d'Amal, bénéficiaire de ce scrutin, combien de gens sont venus spécialement de cette zone pour voter. Les chrétiens, en revanche, sont restés bloqués dans ce secteur. Et ailleurs, ils ont largement boycotté le scrutin. Commentaire désabusé de Monseigneur Sfer, le patriarche maronite, ces élections ne sont pas représentatives du peuple libanais, en particulier des chrétiens. L'homme au foie de babouin est mort hier soir aux États-Unis, atteint d'une hépatite B. Il était condamné. Cette première xénogreffe avait été pratiquée il y a un peu plus de 2 mois. Et malgré cet échec, la technique n'est pas remise en cause. Et en France, une équipe est déjà prête pour une opération de ce type. L'enquête de Jean-Pierre Quinceau. C'est hier soir, 71 jours après avoir été greffé, que l'homme au foie de babouin est décédé. C'est le 28 juin dernier que l'équipe du professeur Starzl aux USA avait entrepris de greffer un foie de babouin sur un homme de 35 ans atteint d'une hépatite B gravissime. La décision avait été prise du fait de la difficulté de trouver un donneur, mais surtout parce que les médecins craignaient que le virus en cause ne s'attaque à un nouveau foie humain, alors que c'était connu, le babouin y était résistant. L'intervention avait duré 11 heures. Le 15 août dernier, de passage à Paris, le professeur Starzl s'était montré rassurant. Les suites de l'intervention semblaient bonnes et la disponibilité maintenant de médicaments anti-rejet puissants pouvait inciter à l'optimisme. Il y a 10 jours pourtant, une intervention par endoscopie avait été nécessaire. C'est elle qui allait entraîner des complications infectieuses mortelles. Un échec qui ne condamne pas l'avenir des xénogreffes. L'expérience de Starzl est le premier pas vers cet avenir. Et je crois qu'effectivement, il faut maintenant recommencer, je dirais, à travailler dans cette voie, car c'est une voie d'avenir et il le faut, du fait d'une pénurie d'organes que l'on ressent à peu près pour toutes les greffes. À Paul Brousse, à Villejuif, on est déjà prêt pour une telle intervention. Le comité d'éthique a donné son accord. On pourrait donc prochainement réentendre parler des greffes de foie de babouin. Révolution culturelle pour la télévision publique. Antenne 2 et FR3 disparaissent et laissent donc la place à France Télévisions, France 2 et France 3. Une télévision publique qui n'avait pas connu un tel changement depuis 1974, c'est-à-dire l'éclatement de l'ORTF. Depuis ce matin, donc, nos 2 chaînes vous présentent un habillage totalement nouveau. Générique, sigle, musique ou pub. France 2 et France 3 s'affirment et se rapprochent. Alain Chabot. C'est le nouveau clip de la chaîne. Chaque jour, les programmes commencent désormais par ce générique. Un nouveau look pour une nouvelle identité. Adieu FR3, bonjour France 3. Le 3 reste en bleu avec le mot France inscrit en blanc sur la partie supérieure du chiffre. Un logo vraiment tout neuf, découverte et réaction du personnel ce matin à l'entrée des locaux parisiens de la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau sigle de FR3 ? Bonjour. Après m'avoir fait la bise. Déjà c'est pas FR3, c'est France 3 monsieur. Il ne faut plus dire FR3 depuis ce matin et on ne dit plus que France 3. C'est bien un 3, oui c'est un 3, mais il n'y a pas de problème, c'est un 3. Il te plaît ? Bah écoute, pour l'instant, oui j'aime bien le bleu en plus. Un relookage total pour l'information, les programmes, la météo et la publicité. C'est vrai pour France 3, mais aussi pour Antenne 2, rebaptisée France 2. Les 2 chaînes forment désormais France Télévisions. Le nouveau pôle du service public se veut plus offensif vis-à-vis des chaînes commerciales. La preuve, il se décline en bleu, blanc et rouge. TF1 n'a plus le monopole des couleurs nationales. Avec nous maintenant dans ce journal Hervé Bourges, donc PDG de France 2 et de France 3. Alors est-ce qu'il s'agit simplement d'un relookage, comme on dit, avec ce terme très joli ? Ah non, alors il ne s'agit pas d'un simple relookage. On ne va pas simplement passer un chiffon sur la vitrine, mais on va tout changer. Ça signifie simplement que le plan stratégique que nous avons adopté au mois de juillet 1991, notre conseil d'administration de France 2 et de France 3, eh bien, aboutit à la 2e étape. Après le redressement des chaînes, c'est le rapprochement. Et ce rapprochement se fait avec 2 nouveaux sigles, France 2 et France 3, avec 2 belles couleurs.
Alors justement, vous parlez vous-même de rapprochement, juste à l'instant, on le sent bien dans tout ce nouvel habillage, mais certains parlent déjà d'une fusion déguisée. Est-ce que vous n'allez pas plus loin que la loi? Non, pas du tout. Non seulement je ne vais pas plus loin que la loi, mais je m'inscris dans le cadre de la loi. La loi a créé une présidence commune, je suis le PDG de France 2 et le PDG de France 3 et le PDG commun. Et mon rôle est d'essayer d'harmoniser les programmes, de permettre aux chaînes publiques de jouer une véritable synergie. Vous l'avez vu dans le domaine du sport, avec les Jeux Olympiques de Barcelone, avec le Tour de France et bien d'autres manifestations. Mais il ne s'agit pas d'une fusion des chaînes. En aucun cas, FR3 et Antenne 2, les anciens Antenne 2 et FR3, c'est-à-dire France 3 et France 2 aujourd'hui, ne vont fusionner au sein d'une chaîne unique. Il y aura toujours deux chaînes et chacune affirmera son identité et sa différence. Alors une autre question qu'on vous a beaucoup posée depuis ce matin, c'est bien sûr le coût de cette opération. On est dans une période plutôt d'économie. On est dans une période d'économie, on a même eu un plan social strict qui était très difficile bien sûr et qui n'est pas terminé. Nos chaînes publiques connaissaient un grave déficit. Le déficit a été réduit en 91 et en 92, nous avons l'ambition d'arriver à l'équilibre financier. Alors ça s'inscrit bien sûr dans ce cadre-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a sur toutes les chaînes et dans toutes les sociétés une ligne inscrite pour la communication. Cette ligne de communication sert à ce que vous voyez. Et puis il se trouve que cet été, nous avons eu des ressources exceptionnelles grâce aux Jeux Olympiques, des ressources publicitaires. Et ces ressources exceptionnelles servent à un événement exceptionnel qui est la naissance de France 2 et de France 3. Donc ça s'inscrit tout à fait, à la fois dans une logique et dans un cadre budgétaire. Alors on va encore parler d'argent et d'avenir, parce que le service public a besoin d'argent pour vivre, pour développer toutes ces nouvelles informations, toutes ces nouvelles émissions. Le budget est en train de se décider, le budget de l'État. J'imagine qu'en ce moment vous bataillez ferme pour tenter d'obtenir de l'argent pour le service public et les deux télévisions. Oui, bien sûr. Alors vous savez, nous sommes financés par deux sources. D'une part, les finances publiques par le biais de la redevance, et d'autre part la publicité. Pour FR3, il faut savoir que la chaîne fonctionne avec un budget qui provient aux 3/4 de la redevance et 1/4 seulement de la publicité. Alors il faut que de gros efforts soient faits. Les Français paient la redevance. Je sais qu'ils n'ont pas très envie de voir cette redevance augmenter. Je pense qu'avec les élections qui vont intervenir, personne ne souhaitera leur demander. Il faut quand même savoir qu'en Allemagne, il y a eu 25% d'augmentation de la redevance. Et que si on veut avoir une télévision de grande qualité, il faut en payer le prix. Quant à la publicité, tant que la chaîne France 3 affichera cette belle image et ces beaux programmes, nous n'aurons pas trop de difficultés à avoir. Président Hervé Bourges, merci. Pour terminer, les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé quarté quintet qui se court demain à Longchamp. Daniel Leclerc qui vous conseille de jouer donc demain en premier l'As, vous le voyez, Voglio, ensuite le 3, le 4, le 6, le 5, le 8, le 13 et le 17. Voilà, fin de ce 19-20. Le prochain rendez-vous avec la rédaction de France 3, c'est donc 22h55 avec Soir 3 qui sera présenté ce soir par Catherine Matouche. Et avant cela, un superbe film ce soir sur la 3. C'est la première diffusion télé de Tati Daniel, le deuxième film d'Étienne Chatiliez. Après la vie est un long fleuve tranquille. Après la vie est un long fleuve tranquille. Et dans quelques secondes, une superbe météo nouvelle et complète de Michel Thoré. Bonsoir. À demain 19h, bonsoir.